Mes amis, bienvenue à cette nouvelle exploration. On plonge aujourd'hui dans un univers fascinant, celui du lien entre la santé de nos intestins et les maladies modernes. Hmm, Accrochez-vous, car on va découvrir ensemble des informations surprenantes. oui. Et je vous promets des astuces bien pratiques pour votre bien-être. Ah oui, c'est un sujet captivant et souvent méconnu. On va démystifier tout ça ensemble. Exactement. Alors pour commencer, parlons de médecine fonctionnelle. Pas la médecine traditionnelle qu'on connaît tous, mais une approche différente. Oui. Vous pouvez nous éclairer sur ce point. Avec plaisir. Imaginez un détective qui cherche la cause profonde d'un problème, la médecine fonctionnelle, c'est un peu ça. D'accord. Elle cherche le pourquoi des soucis de santé, le déséquilibre derrière les symptômes. Mhm. La médecine conventionnelle, elle va plutôt s'occuper de soulager les symptômes sans forcément s'attaquer à la racine du problème. C'est une image très parlante, ce détective. On comprend mieux la différence? Et figurez-vous que dans cette enquête, l'intestin joue un rôle central. C'est notre roi intérieur, comme on l'appelle parfois. Ah oui, l'intestin roi. Pourquoi est-il si important en médecine fonctionnelle? Parce qu'il est bien plus qu'un simple organe de digestion, il abrite des milliards de bactéries, notre microbiote, Oui. qui influence notre immunité, notre digestion et même notre mental. Mhm. Un microbiote équilibré, c'est comme une forêt luxuriante, une biodiversité riche, des interactions harmonieuses, tout un écosystème en pleine santé. Donc plus notre microbiote est diversifié, mieux c'est. Absolument. Mais attention, de nombreux facteurs peuvent perturber cet équilibre fragile. Quels sont ces ennemis du microbiote? L'alimentation moderne, par exemple, trop d'aliments transformés, pas assez de fibres, Oui. le stress chronique aussi, la sédentarité et bien sûr l'exposition excessive aux antibiotiques, surtout pendant l'enfance, peuvent impacter négativement notre précieux écosystème intestinal. Justement, parlons de ces antibiotiques. On entend beaucoup parler de leurs effets négatifs sur le microbiote, surtout chez les enfants. Pourquoi est-ce si important pendant la petite enfance? Parce que c'est à ce moment-là que le microbiote se développe. Imaginez un jardin que l'on arrose avec un herbicide puissant. Les mauvaises herbes vont disparaître certes, mais les bonnes plantes aussi. L'exposition précoce aux antibiotiques peut avoir des conséquences à long terme sur l'équilibre du microbiote. C'est une image qui marque. Et quel est le lien entre ce microbiote et les maladies modernes qui nous touchent de plus en plus? C'est là que ça devient vraiment passionnant. Figurez-vous que beaucoup de maladies modernes, comme les maladies cardiovasculaires, Warfarin, certains cancers ou encore les maladies auto-immunes, sont liées à une inflammation chronique. Et cette inflammation, elle prend souvent naissance dans l'intestin. Attendez, vous dites que l'inflammation de l'intestin peut contribuer au développement de maladies graves. Exactement. L'inflammation chronique, quand elle n'est pas prise en charge, peut endommager nos tissus et nos organes, créant un terrain favorable au développement de ces maladies. C'est un peu effrayant quand même. Comment savoir si notre intestin est enflammé? Les analyses de sang classiques ne suffisent pas. Elles sont utiles pour détecter des problèmes importants, mais elles ne sont pas toujours assez précises pour repérer les petits déséquilibres qui peuvent annoncer des soucis futurs. Il existe donc des analyses plus poussées. Oui, on parle d'analyse de sang fonctionnelle. Elles utilisent des marqueurs plus sensibles pour détecter des signaux d'alerte précoce. D'accord. C'est comme utiliser une loupe pour observer des détails invisibles à l'œil nu. Intéressant, vous avez un exemple concret. Prenons la protéine C-réactive ou CRP. Il existe deux types de tests, le test classique qui détecte les grosses inflammations et le test ultrasensible ou CRPUS qui repère les inflammations de bas grade souvent présentes dans l'intestin. La CRP, où serait donc un outil précieux pour identifier une inflammation silencieuse? Tout à fait. Malheureusement, ces tests ne sont pas toujours faciles d'accès et certains professionnels de santé peuvent être réticents à les utiliser. J'ai récemment eu une discussion animée avec un laboratoire spécialisé en médecine fonctionnelle qui a décidé de modifier les valeurs de référence pour certaines analyses, les rapprochant des valeurs conventionnelles. C'est surprenant. Pourquoi un laboratoire spécialisé ferait-il une chose pareille? Difficile à dire, on peut penser qu'il y a une certaine résistance face à ces nouvelles approches. On sent qu'il y a un vrai débat autour de la médecine fonctionnelle. Passons maintenant à la nutrition personnalisée. Comment nos gènes influencent-ils notre façon de réagir aux aliments? C'est là qu'intervient la nutrigenomique. Oui. Nos gènes influencent notre métabolisme, notre sensibilité aux nutriments et même notre prédisposition à certaines maladies. Donc pas d'alimentation idéale pour tous, mais plutôt une alimentation adaptée à nos gènes. Exactement. Chaque individu est unique. Et sa génétique joue un rôle crucial dans la façon dont son corps traite les aliments. Pouvez-vous nous donner des exemples concrets de gènes qui influencent notre alimentation? Bien sûr. Prenons le gène AMWANA, responsable de la production d'amylase salivaire, l'enzyme qui dégrade l'amidon. Le nombre de copies de ce gène varie d'une personne à l'autre. Imaginez un loup, un renard et un chien.
J'adore les analogies, allez-y. Le loup avec peu de copies du gène IMYONA est un carnivore strict. Le chien avec de nombreuses copies est omnivore. Oui. Le renard avec un nombre intermédiaire est entre les deux. Et nous, les humains, on se situe où dans tout ça? Eh bien, comme le renard, nous avons une variabilité dans le nombre de copies de ce gène. Certains tolèrent mal les amidons, d'autres les digèrent très bien. Donc, selon notre profil génétique, on n'aurait plus d'affinité avec un régime carnivore ou un régime riche en amidon. En quelque sorte, oui, c'est une simplification, mais ça illustre bien l'importance de personnaliser les conseils nutritionnels en fonction des gènes de chacun. Et il existe d'autres gènes qui influencent notre alimentation. Oui, bien sûr, il y a le gène APOI impliqué dans le métabolisme des graisses. Les variations de ce gène peuvent influencer notre capacité à brûler les graisses et notre risque de maladie cardiovasculaire. Donc, si on a une certaine variation du gène EPOI, on devrait faire plus attention à notre consommation de graisse. Tout à fait. Et il y a aussi le gène DIOO2 qui joue un rôle clé dans la conversion des hormones thyroïdiennes. Des variations de ce gène peuvent affecter notre métabolisme énergétique et la façon dont notre corps utilise l'énergie. Fascinant. Et n'oublions pas le gène LCT lié à la tolérance au lactose. Ah oui, un grand classique, un test génétique peut facilement déterminer si une personne est intolérante au lactose. On voit bien que la génétique peut nous aider à personnaliser notre alimentation et à optimiser notre santé. Mais avec toutes ces informations sur les gènes et l'alimentation, comment s'y retrouver? Parmi les différents régimes alimentaires, véganisme, régime carnivore, régime cétogène, on s'y perd. Ah, c'est vrai. Il y a une multitude de régimes, chacun avec ses avantages et ses inconvénients. L'important, c'est de garder un esprit critique et de se méfier des extrêmes. On voit de plus en plus de personnes adopter des régimes très stricts, sans forcément tenir compte de leurs besoins individuels. Et c'est là le danger, ces régimes extrêmes peuvent entraîner des carences nutritionnelles et des problèmes de santé à long terme. Alors, comment trouver le juste milieu? Je crois qu'il est important d'adopter une approche personnalisée basée sur des données scientifiques et sur l'écoute de son propre corps. Il ne s'agit pas de suivre aveuglément un régime à la mode, mais de trouver ce qui fonctionne le mieux pour soi. C'est un excellent conseil, mais comment savoir ce qui fonctionne le mieux pour soi? L'observation est la clé. Être attentif aux signaux que nous envoie notre corps, notre niveau d'énergie, notre digestion, notre humeur. Donc, on privilégie une alimentation variée, équilibrée et adaptée à nos besoins individuels, en tenant compte de nos gènes et de notre mode de vie. Exactement, c'est le secret d'une santé optimale. Alors, si on suit votre raisonnement, la médecine fonctionnelle, qui prône une approche personnalisée, serait la solution miracle pour prévenir toutes les maladies. Attention, la médecine fonctionnelle est un outil puissant. Mais ce n'est pas une baguette magique. Il n'existe pas de solution miracle pour prévenir toutes les maladies. Dommage. Mais ne vous découragez pas, la médecine fonctionnelle nous donne des clés précieuses pour comprendre les causes profondes des maladies et adopter des habitudes de vie qui favorisent la santé. C'est un peu comme un GPS qui nous guide sur le chemin de la santé. Excellente image. La médecine fonctionnelle nous aide à identifier les obstacles et à choisir le meilleur itinéraire pour atteindre notre destination, une santé optimale et durable. C'est encourageant. On sent que la médecine fonctionnelle a le potentiel de révolutionner notre approche de la santé. Mais avant de conclure cette première partie, j'aimerais revenir sur un point qui m'a interpellé: la résistance de certains professionnels de santé face à la médecine fonctionnelle. Comment l'explique Petit-Mot? C'est une question complexe. La médecine conventionnelle est basée sur un modèle biomédical qui se concentre sur la maladie plutôt que sur la santé. C'est-à-dire? Elle excelle dans le traitement des maladies aiguës comme les infections, mais elle est moins bien outillée pour gérer les maladies chroniques qui sont souvent multifactorielles. Je vois, il y a un décalage entre la vision de la médecine conventionnelle, centrée sur la maladie, et celle de la médecine fonctionnelle, qui met l'accent sur la santé globale. Exactement. Et ce décalage peut créer des tensions de plus. La médecine conventionnelle est fortement influencée par l'industrie pharmaceutique qui a un intérêt financier à maintenir le statu quo. On comprend mieux pourquoi certains professionnels de santé peuvent être réticents à adopter une approche qui ne s'appuie pas sur la prescription de médicaments. C'est une réalité, mais heureusement, de plus en plus de médecins s'ouvrent à la médecine fonctionnelle et intègrent ces principes dans leur pratique. C'est encourageant. Mais comment expliquer aux patients l'importance de la médecine fonctionnelle et les convaincre d'adopter cette approche? C'est un défi de communication. Il faut expliquer que la médecine fonctionnelle ne s'oppose pas à la médecine conventionnelle, mais la complète. C'est donc une approche complémentaire et non alternative. Exactement. Elle peut travailler en synergie avec la médecine conventionnelle pour offrir aux patients une prise en charge optimale. C'est rassurant. Mais comment convaincre les patients de s'investir en leur santé et d'adopter les changements de style de vie recommandés par la médecine fonctionnelle? En leur montrant les bénéfices concrets.
La médecine fonctionnelle peut aider à améliorer l'énergie, la digestion, le sommeil, l'humeur. Donc on met l'accent sur les résultats tangibles pour motiver les patients. Oui, et on leur explique que c'est une approche personnalisée qui tient compte de leurs besoins individuels. C'est une approche qui responsabilise le patient et l'encourage à devenir acteur de sa propre santé. Tout à fait. Et c'est une des forces de la médecine fonctionnelle. Merci pour ces explications. On voit bien que la médecine fonctionnelle a le potentiel de transformer notre approche de la santé. Oui, c'est une vraie révolution en marche. On a hâte de plonger plus en profondeur dans les mystères de l'intestin et de la nutrition personnalisée dans la deuxième partie. À très vite, mes amis. Alors, on reprend notre exploration de la médecine fonctionnelle. Vous avez parlé de nutrition personnalisée en tenant compte de nos gènes. Hmm. Pourriez-vous nous donner un exemple précis de comment adapter son alimentation en fonction de son profil génétique? Absolument. On a évoqué le gène AMY1 et son rôle dans la digestion de l'amidon. Imaginons une personne qui a peu de copies de ce gène, un peu comme le loup dans notre analogie. Cette personne risque d'avoir du mal à digérer de grandes quantités d'amidon. Elle pourrait se sentir ballonnée, avoir des gaz, être fatiguée après avoir mangé du pain, des pâtes ou du riz blanc. Donc si elle fait un test génétique et qu'elle découvre qu'elle a un profil loup, elle devra limiter sa consommation d'amidon. C'est une possibilité, oui. Elle pourrait privilégier les sources d'amidon plus digestes, comme le riz basmati, le quinoa ou les patates douces, et les consommer avec modération. Elle pourrait aussi se tourner vers des alternatives aux céréales, comme les légumes racines ou les légumineuses. Ce serait concret. On voit bien comment la génétique peut nous guider vers une alimentation plus adaptée. Qu'en est-il des autres gènes, par exemple le gène APOE, qui influence le métabolisme des graisses? Prenons l'exemple d'une personne qui a les génotypes APOE4, souvent associés à un risque accru de maladies cardiovasculaires. Cette personne devrait être particulièrement vigilante avec sa consommation de graisses saturées, celles qu'on trouve dans les viandes grasses, le beurre, les produits laitiers entiers. Donc si elle a ce profil APOE4, elle devrait privilégier les graisses insaturées comme celles de l'huile d'olive, des avocats, des poissons gras. Exactement. Mais attention, ces conseils ne sont que des exemples. Il est essentiel de consulter un professionnel de santé pour une analyse personnalisée de son profil génétique et des recommandations nutritionnelles adaptées. C'est important de le rappeler, la génétique, c'est complexe. Tout à fait. Et il faut aussi se rappeler que la génétique n'est pas une fatalité. Nos gènes nous donnent des prédispositions, mais notre mode de vie joue un rôle tout aussi important. L'alimentation, c'est une chose. Mais il y a aussi l'activité physique, le sommeil, la gestion du stress. Absolument. Tous ces facteurs interagissent et influencent notre santé. La médecine fonctionnelle prend en compte tous ces aspects pour proposer une approche globale et personnalisée. Justement, j'aimerais qu'on parle d'un sujet fascinant entre l'intestin et le cerveau. On entend souvent parler de l'axe intestin-cerveau. C'est quoi exactement? C'est une voie de communication à double sens entre notre intestin et notre cerveau. Imaginez un réseau téléphonique complexe qui relie ces deux organes. Intriguant. Et ça a quelles implications pour notre santé? Notre intestin, avec son microbiote, influence la production de neurotransmetteurs, ces messagers chimiques qui régulent notre humeur, notre sommeil, notre appétit. Attendez, vous voulez dire que notre intestin peut influencer notre humeur et notre comportement? Oui, absolument. Des études ont montré qu'un déséquilibre du microbiote intestinal peut contribuer à l'anxiété, la dépression, les troubles du sommeil et même les troubles du comportement alimentaire. C'est incroyable. On réalise à quel point notre intestin est important pour notre bien-être global. Mais comment prendre soin de cet axe intestin-cerveau? La première chose, c'est de prendre soin de notre microbiote intestinal, adopter une alimentation riche en fibres, limiter les aliments transformés, privilégier les aliments fermentés comme le yaourt, le kéfir, la choucroute. Ah oui, les aliments fermentés, on en entend de plus en plus parler. Pourquoi sont-ils si bénéfiques pour notre microbiote? Ils contiennent des bactéries vivantes bénéfiques qui enrichissent la diversité de notre microbiote. C'est comme si on ajoutait de nouvelles espèces d'arbres à notre forêt intestinale. Je comprends mieux pourquoi on les appelle des probiotiques. Exactement. Ce sont ces bonnes bactéries qui nous font du bien. On les trouve dans les aliments fermentés, mais aussi sous forme de compléments alimentaires. Donc pour chouchouter notre axe intestin-cerveau, on mise sur les fibres et les probiotiques et le stress dans tout ça. On sait qu'il impacte négativement notre digestion. Le stress est un vrai fléau pour notre intestin. Imaginez un tuyau d'arrosage qu'on pince le débit d'eau, diminue de la même manière. Le stress perturbe la circulation sanguine et le fonctionnement nerveux de l'intestin, ce qui peut provoquer des troubles digestifs comme le syndrome du côlon irritable. Alors, quelle solution pour gérer ce stress et protéger notre intestin? Il y a plein de techniques, la méditation, le yoga, la respiration profonde, la relaxation musculaire. L'important, c'est de trouver celle qui nous convient et de l'intégrer à notre quotidien. Parfois, le stress est difficile à contrôler, malgré nos efforts.
Y a-t-il des solutions pour aider notre intestin à mieux résister au stress? Oui, certains compléments alimentaires peuvent soutenir la santé intestinale et renforcer sa résistance au stress. Par exemple. La glutamine, un acide aminé qui nourrit les cellules de l'intestin, ou encore les probiotiques spécifiques, qui ont montré leur efficacité pour réduire l'inflammation et l'anxiété. C'est rassurant de savoir qu'il existe des solutions naturelles. On voit bien que la médecine fonctionnelle propose des alternatives intéressantes pour protéger notre intestin et notre cerveau des effets néfastes du stress. Absolument. Et cette approche a de plus en plus de succès, car les gens recherchent des solutions naturelles et durables pour améliorer leur santé et leur bien-être. On a parlé alimentation, microbiote, stress. Qu'en est-il des autres facteurs qui influencent la santé intestinale? L'activité physique est essentielle. Imaginez une rivière qui coule librement le mouvement de l'eau, la garde propre et oxygénée de la même manière. L'exercice physique stimule le transit intestinal, favorise la diversité du microbiote et renforce le système immunitaire. Donc pour un intestin en pleine forme, on bouge. Exactement. Et n'oublions pas l'importance du sommeil. Un sommeil de qualité permet à notre corps de se régénérer et à notre intestin de se reposer et de se réparer. Dormir suffisamment, c'est essentiel pour la santé de notre intestin. Oui, et on évite les repas copieux avant de se coucher pour ne pas perturber le sommeil et la digestion. On voit bien que la santé intestinale est un puzzle complexe avec plein de pièces à assembler. C'est vrai, mais c'est un puzzle passionnant à résoudre. La médecine fonctionnelle nous donne les outils pour comprendre les interactions entre ces différentes pièces et trouver les solutions personnalisées pour optimiser notre santé intestinale et donc notre santé globale. Alors la médecine fonctionnelle, c'est un peu comme un chef d'orchestre qui harmonise les différents instruments pour créer une symphonie de santé. Magnifique image. Elle nous aide à orchestrer les différents aspects de notre mode de vie pour créer une harmonie intérieure qui favorise la santé et le bien-être. C'est une vision inspirante. Mais avant de conclure cette deuxième partie, j'aimerais aborder un sujet qui me préoccupe, la montée en puissance des régimes extrêmes, comme le régime carnivore ou le véganisme radical. Comment expliquez-vous cet engouement pour des approches aussi restrictives? Je pense que cet engouement traduit une certaine confusion et un manque de repères dans le domaine de la nutrition. Vous voulez dire? On est bombardé d'informations contradictoires sur l'alimentation. Les réseaux sociaux amplifient les discours extrêmes et les régimes miracles qui promettent des résultats rapides et spectaculaires. C'est vrai, on peut vite se sentir perdu. On comprend mieux pourquoi certaines personnes se tournent vers des solutions simplistes, même si elles sont restrictives. C'est une réaction compréhensible, mais le problème, c'est que ces régimes extrêmes peuvent entraîner des carences nutritionnelles et des problèmes de santé à long terme. Alors, comment aider les gens à s'y retrouver dans cette jungle nutritionnelle et à faire des choix éclairés? Je crois qu'il est crucial de promouvoir une approche scientifique et personnalisée de la nutrition, c'est-à-dire s'appuyer sur des données scientifiques solides plutôt que sur des croyances ou des modes et tenir compte des besoins individuels en fonction des gènes, du mode de vie, des antécédents médicaux de chacun. Une approche basée sur le bon sens et la personnalisation. Donc, Exactement, il n'existe pas de régime miracle qui convienne à tout le monde. Il faut trouver l'alimentation qui nous permet de nous sentir bien, d'avoir de l'énergie, de prévenir les maladies et de vivre en harmonie avec notre corps. C'est un message clair et rassurant. On a hâte de poursuivre notre exploration avec vous dans la troisième partie, où on parlera des solutions concrètes pour optimiser notre santé intestinale et globale. On a beaucoup parlé de théorie. Passons maintenant à la pratique. Comment faire pour optimiser notre santé intestinale et globale concrètement? Oui, c'est la question que tout le monde se pose, mais on commence par quoi? Par prendre conscience de l'importance de notre santé intestinale, on a tendance à l'oublier, à le voir comme un simple organe de digestion. C'est vrai, on n'y pense pas tous les jours. Grave erreur, notre intestin joue un rôle clé dans notre immunité, notre digestion, notre humeur, notre énergie. C'est un acteur majeur de notre santé. Il faut le chouchouper alors. Mais comment? En lui offrant une alimentation qui nourrit notre microbiote, ces milliards de bactéries qui vivent dans nos intestins. On a parlé des fibres des probiotiques. Y a-t-il d'autres aliments à privilégier? Oui, les aliments riches en polyphénols sont des antioxydants puissants qu'on trouve dans les fruits, les légumes, le thé vert, le cacao. Ils nourrissent les bonnes bactéries de notre intestin et contribuent à l'équilibre du microbiote. Donc on fait le plein de couleurs dans notre assiette. Exactement, on varie les fruits et légumes, on dose les épices, on se fait plaisir avec du chocolat noir. Un régime qui a l'air délicieux. Et qui fait du bien à notre intestin, n'oublions pas l'hydratation. Boire de l'eau, c'est essentiel pour tout le corps, mais aussi pour l'intestin. Absolument, l'eau aide à éliminer les déchets, à faciliter le transit intestinal et à maintenir un environnement favorable aux bonnes bactéries. Boire beaucoup d'eau, manger des fibres, des probiotiques, des polyphénols, quoi d'autre, pour optimiser notre santé intestinale.
prendre soin de notre système digestif dans son ensemble. C'est-à-dire? Bien mastiquer nos aliments mangés dans le calme, éviter les repas trop copieux ou trop gras, limiter l'alcool et le café. Des conseils simples mais efficaces. Oui, et n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé si vous avez des troubles digestifs persistants. On a parfois tendance à minimiser nos problèmes digestifs, à penser que c'est normal. Mauvaise idée, notre corps nous envoie des signaux, il faut les écouter et demander de l'aide si besoin. Parlons des solutions plus spécifiques de la médecine fonctionnelle. On a évoqué les tests génétiques. Concrètement, comment peuvent-ils nous aider? Ils nous permettent d'identifier nos prédispositions génétiques à certaines maladies ou intolérances alimentaires. Par exemple, On a parlé du gène LCT et de l'intolérance au lactose. Un test génétique peut confirmer ou infirmer cette intolérance, ce qui permet d'adapter son alimentation. C'est utile pour éviter les désagréments liés à l'intolérance au lactose. Il existe d'autres tests utiles en médecine fonctionnelle. Oui, il y a des tests qui analysent la composition de notre microbiote intestinal. C'est-à-dire? Ils identifient les différentes espèces de bactéries présentes dans notre intestin et détectent les déséquilibres éventuels. Et ça sert à quoi? Connaître la composition de notre microbiote permet de mieux comprendre notre état de santé et d'identifier la cause de certains symptômes. Par exemple, Une faible diversité bactérienne peut nous rendre plus vulnérables aux infections, allergies ou troubles digestifs. Donc en analysant notre microbiote, on peut trouver des pistes pour améliorer notre santé. Exactement. On peut ensuite mettre en place des solutions personnalisées comme la prise de probiotiques spécifiques ou l'adaptation dans notre alimentation. c'est fascinant, ces tests sont-ils faciles d'accès? De plus en plus de laboratoires les proposent, mais il faut se renseigner sur leur fiabilité et consulter un professionnel de santé pour l'interprétation des résultats. On ne peut pas se faire n'importe quel test. Parlons des solutions plus globales de la médecine fonctionnelle. On a parlé de la gestion du stress, d'autres approches pour optimiser notre santé. Oui, la médecine fonctionnelle s'intéresse aussi à l'équilibre hormonal, la qualité du sommeil, l'activité physique, la gestion des émotions. Une approche vraiment holistique qui prend en compte tous les aspects de notre être. Exactement, le but est d'identifier les causes profondes des déséquilibres et de proposer des solutions personnalisées pour rétablir l'harmonie du corps et de l'esprit. c'est une vision inspirante de la santé, mais comment s'y retrouver parmi toutes ces informations et ces solutions? Par où commencer? S'informer, se documenter, consulter des professionnels de santé qualifiés. On est souvent perdu face à la masse d'informations disponibles. Il faut trier, sélectionner, croiser les sources appuyées sur des données scientifiques solides. N'hésitez pas à poser des questions, à exprimer vos doutes, à chercher des réponses. On a parfois peur de paraître ignorant ou de remettre en question l'avis des experts. C'est une erreur, poser des questions. C'est le meilleur moyen d'apprendre. Et de comprendre, c'est aussi un moyen de s'impliquer dans sa propre santé. Être acteur de sa santé, ne pas subir les décisions des médecins. Exactement. La médecine fonctionnelle nous encourage à prendre notre santé en main, à devenir responsable de notre bien-être. C'est une vision stimulante et responsabilisante. Merci pour toutes ces explications. On a beaucoup appris sur la médecine fonctionnelle et ses applications concrètes. Merci à vous pour votre écoute et vos questions. J'espère que cette exploration vous a donné envie d'en savoir plus et de vous lancer sur le chemin d'une santé optimale et durable. Mes amis, on arrive au terme de notre plongée dans l'univers de la santé intestinale et de la médecine fonctionnelle. J'espère que vous avez apprécié ce voyage et ces conseils pratiques. N'oubliez pas, votre santé est entre vos mains. N'hésitez pas à explorer les ressources qu'on a mentionnées et à consulter des professionnels de santé pour une prise en charge personnalisée. Merci de nous avoir suivis dans cette aventure.